Hey, salut Florent, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es Head of Studio de Free Founders, le startup studio Web3 de Exa, anciennement eFounders. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Free Founders? Hello Gary, j'ai 33 ans, je vis à Paris et je monte des boîtes dans le Web3 avec des entrepreneurs au sein de Three Founders, le studio Web3 d'Exa. Nickel. D'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être expliquer en quelques mots, c'est quoi un startup studio? Ok, bah, Three Founders, c'est un startup studio Web3, donc c'est un modèle assez particulier qu'on connaît pas trop. C'est pas un incubateur, c'est pas un fonds d'investissement, c'est un startup studio, donc on monte des entreprises. Chez Three Founders, on a des idées qu'on aimerait voir émerger sur le Web3. Et on va s'associer à des entrepreneurs, donc un entrepreneur tech, un entrepreneur business, et les accompagner sur une durée à peu près de 12 mois en général. Après, c'est pas fixe, mais en général, c'est à peu près, ça peut être plus rapide ou un peu plus long. Et on va les accompagner grâce à nos équipes d'experts. Donc, ça va être des gens produits, design au sein du studio ou go-to-market aussi, au sein du studio Three Founders. Mais aussi recrutement, avocat, contenu, finance au sein de la structure EXA. Et bien sûr, on va financer les équipes jusqu'à ce que la boîte devienne indépendante avec une levée de fonds. C'est vraiment un travail d'équipe où tout le monde pousse dans le même sens. Donc, chez EXA, on a plusieurs startup studios, hein. eFounder, c'est le startup studio historique sur le B2B SaaS, un Future of Work. Logic Founder sur la partie FinTech et Sui Founder sur la partie Web3. Donc, c'est le même modèle qu'eFounders qui a sorti Spendesk, Aircall et Front. Donc, on essaye de répliquer un modèle qui a fait ses preuves. Nickel. On reviendra en détail hein, sur le fonctionnement de Free Founders. Et Ouais, d'ailleurs, on reviendra aussi sur Cohort. D'ailleurs, j'ai reçu Séraphie il y a quelques jours. Et ouais, donc, il est la CEO de Cohort. Et on reviendra aussi comment Cohort, qui est le premier projet hein, de Free Founders, vous les avez ouais. accompagnés. Peut-être avant, j'aimerais revenir un peu sur ton parcours en détail. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait avant Free Founders? Ça a été quoi un peu tes grandes expériences? Alors, avant Sui Founders, j'ai monté une boîte en 2015 qui s'appelait Sales Machine avec Gilles Samoun. C'est une plateforme de customer success qui permet à des équipes de customer success de SaaS B2B de construire et d'automatiser leur process de customer success. Donc, ça va être l'onboarding, l'implémentation, le renouvellement, etc. Et tout ça grâce à de la data. C'est ça qui était intéressant à l'époque. On avait des outils d'analytics pour des product managers, mais les équipes de customer success, sales, etc. utilisaient toujours un CRM assez statique. Et nous, avec cette plateforme, on a ramené cette data et on a permis à ces équipes de l'actionner grâce à ce SaaS, par exemple, pour un exemple concret, on est capable de détecter quand l'usage d'un client diminue, donc un compte diminue et devient un risque. L'outil va automatiquement générer des tâches pour le CSM qui est responsable de ce compte. Ça va être ce genre de process. En 2015, la catégorie n'existait pas vraiment, hein. On a essuyé pas mal de plâtre. Mais aujourd'hui, Sales Machine est rentable avec de l'attraction sur un marché en expansion. C'est un marathon hein, sur ce marché, même les plus gros acteurs sont assez vieux, hein. Donc c'est un marché qui grossit chaque année, mais ça prend du temps. Et j'ai quitté Sales Machine depuis. Après, je suis toujours à l'avancée de la boîte et je suis toujours très proche de Gilles. Ok. Et tu as quitté quand d'ailleurs la boîte? Au bout de 6 ans, donc à peu près en fin 2020, j'avais envie de travailler sur des sujets différents. Ça faisait 6 ans qu'on travaillait sur ce sujet-là. Voilà, c'était vraiment pour travailler sur des sujets un peu différents. Ok. Et d'ailleurs, tu m'as dit en off juste avant ouais, que t'as pas vendu tes parts, ce qui est Non, assez une idée hein, quand tu sors d'une boîte. Et du coup, la question que j'avais, ouais, c'est pourquoi? non, moi je crois toujours beaucoup à cette boîte. Je pense que c'est inévitable aujourd'hui quand on est un SaaS B2B
de comprendre ses clients, d'être beaucoup plus data-driven qu'on l'était auparavant dans un monde où aujourd'hui, d'acquérir des nouveaux clients, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, il faut chérir ses clients existants. Et donc, la métrique de rétention devrait être une métrique beaucoup plus importante que la métrique d'acquisition. Et cet outil permet ça. Aujourd'hui, on a des clients qui ont implémenté Sales Machine, qui depuis d'ailleurs s'appelle Successive. Il y a eu un rebranding qui, en implémentant l'outil et donc la méthodologie qui va avec d'être beaucoup plus data-driven et de fournir aux équipes un moyen d'être beaucoup plus proactif dans leur approche de Customer Success, on a vu des résultats vraiment exceptionnels sur le churn. Ok. Et quand tu as quitté Sales Machine, enfin, Successive maintenant avec le nouveau nom, tu savais ce que tu allais faire ou tu avais une idée déjà de créer un startup studio ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'idée, c'était de prendre un petit peu de temps quand on est dans la machine à laver pendant 6 ans. C'est de prendre un petit peu de temps off. J'en ai profité pour aider des amis entrepreneurs sur la partie produit qui était vraiment ma partie de prédilection, là où je me sentais plus à l'aise. Donc, j'ai fait ça un petit peu. Après, il y a eu le Covid, donc c'était un peu plus. Il y a eu une période un peu compliquée pour toutes les boîtes, Et ensuite, juste après le Covid, j'ai lancé une application d'audio, audio social. C'était la folie un peu des apps sociales d'audio à l'époque, notamment sur du live avec Clubhouse et compagnie. Avec une amie, on s'est lancé sur ça. Et nous, l'idée, c'était vraiment de prendre un axe très asynchrone, c'est-à-dire remettre l'audio comme un média qui va permettre aux gens de mieux communiquer de façon plus humaine. Hein. Et on a pris l'axe vraiment social consumer, donc avec des utilisateurs assez jeunes aux US. On peut dire, c'était un peu un Quora audio où on posait une question texte et tout le monde pouvait répondre en audio et on lisait, la personne qui avait posé la question lisait ses audios un peu comme un podcast d'ailleurs. On a eu pas mal de traction aux États-Unis, ce qui nous a permis de lever des fonds avec vraiment des fonds spécialisés aux US. Après, on n'a pas réussi à casser un peu ce plafond de verre qui est la croissance exponentielle qu'on attend aux États-Unis pour une app sociale. Et donc, l'idée, c'était de recréer de nouvelles applications. Quand on est dans ce milieu-là, on crée plusieurs applications jusqu'à ce qu'on réussisse à trouver quelque chose qui prend. C'est à ce moment-là qu'on a eu certaines divergences avec ma cofondatrice qui voulait aussi aller vivre aux États-Unis. Donc, la vie est trop courte. J'ai décidé de partir pour faire autre chose. Et c'est là où le Web3 est arrivé. 2021, c'était un peu la folie des NFT. Et ce qui m'a vraiment intéressé, je m'intéresse à la blockchain depuis longtemps, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la partie NFT, mais la technologie non fongible de posséder des choses sur Internet. Ça m'a fasciné. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mis à fond dans cette période de transition, à peu près de 3-4 mois, hein, quand on sort d'une boîte. Je me suis mis à fond là-dedans. Ok, juste pour avoir un ordre d'idée, donc l'application que tu as lancée aux États-Unis, ça a duré combien de temps et d'ailleurs, comment elle s'appelait? Ça s'appelait FOMO. Ok. La structure s'appelait Emotion Studio et on lançait plusieurs boîtes, dont celle qui a pris, c'était FOMO. Ouais. Et c'était quoi ta question? Et la question, c'était ouais, combien de temps t'as Ah oui, bossé en c'était fait sur cette app? à peu près 1 an. Ok, quand même. Ouais. Et c'est intéressant. Comment t'as rencontré en fait l'écosystème eFounders? Est-ce que tu étais déjà en contact avec cet écosystème? Et est-ce que tu es arrivé avec cette idée de les gars, j'ai une idée, on va créer un startup studio sur le Web3? Non. Non, pas du tout. En fait, ce qui est drôle, c'est que Thibaut Elzière, le fondateur d'Exa, était notre premier ticket, notre premier business angel dans notre boîte, notamment parce qu'il connaissait déjà ma fondatrice qui l'avait déjà financé.
Et c'est à ce moment-là que quand je suis sorti de la boîte, je l'ai appelé pour lui expliquer pourquoi je partais. Et que ça faisait 3 4 mois que j'étais à fond dans les NFT, dans les nouvelles idées, dans le Web3, parce que forcément, quand je m'intéresse à un sujet, je vois des opportunités et ça me donne envie de monter des boîtes sur ces sujets-là. Donc, on a commencé à parler de ces sujets. Lui, ça faisait déjà quelques mois qu'il travaillait aussi sur ces mêmes sujets. Il avait déjà une idée de monter un studio Web3. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Il s'est dit, viens bosser sur ces idées avec nous. Et il y a eu cette question pour moi de me dire, est-ce que j'ai envie de repartir directement sur une boîte chez, au sein de la structure, ou alors de travailler plus sur le studio. Et cet aspect multi-projet studio m'intéressait beaucoup. J'avais plusieurs idées aussi sur le Web3. Et donc, je me suis dit, ça peut être un moyen génial d'explorer toutes ces idées, de monter plusieurs boîtes et en plus de collaborer avec Thibaut par la même occasion. Ok. Et d'ailleurs, depuis que tu as créé Free Founders, il n'y a pas eu une idée que tu as eue ou tu as rencontrée, tu t'es dit, waouh, j'aimerais bien être CEO de telle boîte, quoi, de cette boîte-là, Ah, quoi. ce qui est génial, c'est que on se sent cofondateur de tous les projets. Et donc, on a ce truc qu'on peut ressentir quand on monte une boîte seul. On l'a aussi forcément de façon moins intense sur sur tous les projets, vu qu'on travaille sur du multi-projet. Mais moi, j'ai toujours cette flamme dont j'ai besoin, que je ressens en fait au sein du studio. Après, bien sûr, c'est les entrepreneurs qui portent les projets. Vraiment les entrepreneurs qui portent la vision. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure sur le fonctionnement exact de comment on monte des boîtes et comment on les accompagne et comment ensuite on les suit. Mais en tout cas, ça m'a sur les 2 premières boîtes là qu'on a lancées, je pense que c'est un modèle qui convient parfaitement avec ce que j'avais envie de faire. Ok. Et pour venir justement sur après, ce qui a suivi les semaines qui ont suivi ta discussion avec Thibaut, Ouais. comment vous avez commencé à travailler ensemble, à explorer justement cette piste de Startup Studio? C'était quoi un peu les premières étapes? Thibaut, il voulait déjà monter un startup studio Web3. Donc la question se posait pas. Mais vraiment, ce qui a fait la différence et ce qui a été génial, c'est qu'il y a eu Séraphie et Nathan qui sont arrivés quasiment en même temps que moi. Donc en fait, on a lancé le studio avec le lancement d'un projet qui était Cohort. Donc finalement, c'est un peu le projet. Quand je suis arrivé, j'ai bossé sur le projet, j'ai pas bossé sur le studio. Le studio ne vit que par les projets. Et c'est ça qui a été génial. En plus, Cohort, c'était un des sujets, moi, que j'avais creusé seul. Même si forcément, ça paraissait assez obvious qu'on aurait besoin d'aider des créateurs et des entreprises à créer, à minter des NFT pour leurs clients. Ensuite, grâce à la vision de Séraphie et Nathan et de travail qu'on a fait au sein du studio, ça a évolué. Mais sinon, on s'est vraiment retrouvé sur ce projet-là, en fait. Ok, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'au début, toi, tu n'étais pas dans l'état d'esprit de. Je pense déjà à l'après-cohorte. Là, au début, ton focus, c'était vraiment de propulser cohorte Ouais, et de te donner à 100% sur cohorte. Ok, c'est intéressant. 100%. Et Ouais, ouais, on était d'ailleurs, on n'a pas eu de second projet jusqu'à l'arrivée de Dialogue en juin. Donc, j'étais à 100% de mon temps sur Cohort, ce qui était hyper important pour le premier projet du studio. Et quelles compétences, toi, tu as apporté à cohorte Alors, moi, je viens du monde du produit. Donc, c'est déjà dans un premier temps, quand on monte un produit, on essaye de comprendre le marché, on essaye de comprendre l'opportunité. Donc, on a eu une étape déjà de validation de ce qu'on veut construire. Donc, contrairement à d'autres marchés où on connaît déjà un besoin et on a déjà des produits concurrents ou on a déjà des fonctionnalités en tête, là, en fait, c'est une nouvelle catégorie de marché. C'est-à-dire quand on crée des produits dans le marché du Web3, il faut des convictions fortes. C'est-à-dire que
il faut d'abord une conviction de, OK, quel est le produit qu'on va construire et ensuite aller le valider avec des clients. Donc, le jeu entre la market research et les interviews utilisateurs, etc., et nos convictions fortes fait qu'à la fin, on arrive à construire un produit qui va matcher avec son marché. Donc ça, ce travail, ça a été fait avec, avec Séraphie et Nathan, dans un premier temps, se forger des convictions, créer un premier MVP, etc. Et ensuite le confronter au marché. Et en parallèle, toujours parler à toutes les marques. Donc, ça a été un travail d'équipe. Moi, j'ai ramené peut-être ce que j'ai fait chez Sales Machine et ce que j'ai fait dans mes boîtes précédentes. Essayer de mettre peut-être un cadre sur essayer de faire matcher le produit, le marché, nos canaux d'acquisition, le modèle qu'on veut construire. Est-ce qu'on veut attaquer de l'entreprise, du SMB, du mid-market? Donc, finalement, c'est un peu tout l'accompagnement en fait qu'on fait en tant que studio founder. Ça va être pas de cadrer tout ça, mais d'accompagner au mieux pour que tous les blocs fonctionnent. Moi, c'est ce que j'appelle un peu le feu sacré d'une boîte en early stage. C'est essayer de créer un peu ce feu sacré pour que à la fin, il y ait de l'attraction. Ok, intéressant. Et toi, finalement, tu n'avais pas d'autres expériences, on va dire, pro dans le monde de la blockchain, mais tu Pas t'es du tout. intéressé. Et au début, est-ce que tu as voulu, enfin, tu parlais de user research, est-ce que tu faisais déjà de la user research avant le projet de cohort où tu as voulu interviewer des acteurs de marché et comment ça s'est passé pour vraiment ouais, prendre la température auprès des différents projets Web3, que ce soit dans les NFT et d'autres sous-secteurs comme la finance décentralisée et Non, non, en d'autres fait, moi, blockchains. j'étais même pas arrivé à cette étape-là. Je connaissais très bien le marché parce que je connaissais tous les acteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important quand on lance une boîte, c'est de faire ses devoirs. Et donc, je connaissais vraiment tous les acteurs qu'on pouvait utiliser pour minter du NFT et tous les acteurs d'un point de vue général, faire un mapping de l'écosystème et se créer une conviction sur où le marché va aller. Donc ça, c'est des choses que je fais habituellement quand je réfléchis à monter une boîte. Donc ça, je suis déjà arrivé avec ça au sein du studio, mais dès que le projet a commencé et la machine s'est mise en route, les learnings qu'on a eu avec Seraphie sur tous les rendez-vous clients qu'on a fait a complètement changé la donne. C'est que ça a validé énormément de nos convictions et en même temps, ça nous a emmené vers un produit qui était un petit peu différent de là où on voulait aller au début. Au début, on voulait vraiment faire cet outil un peu no-code pour minter au mieux des NFT. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était pas suffisant. Ce qu'on voulait, c'était ce que les gens voulaient, ce que le marché voulait, c'était que ces NFT deviennent des expériences. Et donc, le NFT était la technologie qui permettait en fait aux, euh, aux clients de fournir de l'expérience dans leurs offres. Et ça a été vraiment quelque chose qu'on a validé, qu'on a redécouvert et qu'on a pu vraiment incorporer dès le MVP. Parce que c'est tout l'enjeu en fait du premier produit concret, c'est que on peut pas aujourd'hui prendre 2 ans pour créer un produit et le lancer. C'est que en 6 mois, il faut qu'on ait déjà un peu de traction. Avec Cohort, en 4 mois, on avait un produit qu'on avait vendu. Donc c'est ça, c'est qu'il fallait trouver un angle et le bon angle. Et je pense que c'est ce qu'on a bien fait avec Cohort. Et tu parlais de convictions. Ça a été quoi les grandes convictions que tu as eues déjà en arrivant, en créant Free Founders Ouais. et peut-être aussi les convictions que tu t'es créées au fur et à mesure Bah, déjà, c'est là où on s'est retrouvé avec Thibaut quand on parlait, peut-être parce que aussi je viens du monde du SaaS et lui aussi, c'est que on était moins intéressé par le côté spéculatif de la blockchain. Donc, euh, les crypto-monnaies, enfin moi, ça fait depuis longtemps que je m'intéresse à la techno de la blockchain que je trouve assez fascinante. Mais même, je me rappelle en 2011, quand j'étais l'ex Numa, mon lead mentor de ma boîte, c'était Richard Cateno et il était à fond dans le Bitcoin. Ensuite, il a fondé Straton, mais il était à fond dans le Bitcoin.
tous les jeudis, je me rappelle, il se posait à la table, il disait: «Arrêtez votre projet, il faut que» c'est pas du tout de la blockchain, hein, on faisait, totalement autre chose. C'était, achète du bitcoin, et moi je comprenais la techno, ça m'intéressait, donc on pouvait en discuter, mais j'avais pas ce côté spéculatif de me dire: «Bah, ça va monter, je vais gagner de l'argent grâce à ça». Ensuite, j'ai déménagé à Berlin et j'allais dans nos événements blockchain, des événements Bitcoin en fait. À l'époque, c'était que du Bitcoin. Donc, il y a des événements Bitcoin où tu avais dans des hackerspace deux personnes qui s'envoyaient du Bitcoin ou qui achetaient des pizzas et tu avais des hackathons. Et moi, je regardais ça et ça m'intéressait et je trouvais ça fascinant. Mais je me suis jamais dit que ça pouvait. Il y avait un côté spéculatif. Et c'est que quand le Bitcoin a vraiment explosé que je me suis dit ah ouais, en fait, c'est vraiment c'est la bourse, quoi. Et pareil pour Ethereum. Ce qui me fascinait, c'était les smart contracts et c'était qu'on pouvait coder des choses sur cet ordinateur totalement partagé et décentralisé. Et, mais je pense que ce qui nous a vraiment alignés avec Thibaut, c'était cette couche de possession d'Internet. Ces use cases qui n'étaient pas que de l'argent, qui étaient autre chose. Et c'est là où c'est là où ça a été intéressant, la partie NFT. C'était que c'était des objets digitaux. Bon, certes, il y a eu beaucoup de spéculation sur les NFT en 2021, mais euh, en tout cas, la vision qu'on a pris, et d'ailleurs énormément portée par Séraphin Nathan, qui adoptait complètement cette vision-là, c'était de ne pas aller sur la partie spéculation. C'était de créer un produit avec un usage concret avec la techno, avec cette techno des NFT. Donc, je pense que vraiment cet alignement entre Thibaut, Séraphin, Nathan et moi, ça a été assez important pour justement ne pas écouter le bruit ambiant de la folie spéculative ou de faire des tokens, etc., mais juste résoudre un problème concret pour des marques en B2B2C avec la techno. Ok, intéressant. Ouais, pour rappel, avec Cohort, bah, justement, la dernière fois, Séraphie parlait par exemple d'Etam. Voilà, Cohort, c'est vraiment une solution qui permet simplement à des marques de créer Ouais, euh, des NFT, mais vraiment dans une logique d'engagement et de fidélisation de ses clients. C'est un peu un nouveau moyen de fidéliser les clients et de exactement. simplifier l'usage. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut voir avec les NFT souvent, c'est que on demande aux utilisateurs de créer un wallet. Bon, là, du coup, on perd beaucoup d'utilisateurs hein, parce que voilà, créer un wallet, c'est retenir des mots, c'est télécharger potentiellement un MetaMask, alors que justement avec Cohort, l'idée c'est d'avoir son wallet enfin juste avec un login classique avec une adresse mail. Ouais. Euh, et donc ouais, c'était Oui, vraiment. et tu fais bien de le dire, ça a été aussi ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, enfin à l'époque, il y a un an, parce qu'on l'a lancé il y a un an, il y avait uniquement que les crypto-natifs qui accédaient à ce genre d'expérience. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un MetaMask. Et nous, l'idée, c'était de démocratiser ça et de réduire cette friction technologique, friction financière d'un premier temps et friction technologique, avec un produit où nos utilisateurs et les utilisateurs de nos clients, donc les clients des marques, puissent accéder à ces expériences Web3 sans être crypto-natif, c'est-à-dire sans déjà avoir un MetaMask, déjà avoir de la crypto, etc. Et Etam était parfait pour ça parce que aujourd'hui, leurs clientes, la majorité de leurs clientes n'ont pas de wallet MetaMask, n'ont pas de crypto. Et sur notre premier drop, ben, on s'est rendu compte que ça marchait, c'est-à-dire qu'il y avait des clientes Etam qui achetaient le NFT Etam parce qu'elles avaient envie d'avoir l'expérience qui était liée à ça. Et donc, elles interagissaient avec la blockchain sans vraiment le savoir. Donc, on a peu fait disparaître la technologie, mais en gardant les fonctionnalités. La possession, leurs clientes possédaient leurs assets et donc pouvaient, si elles le souhaitaient, le revendre à quelqu'un d'autre parce que ça peut prendre de la valeur. Pouvaient utiliser ces NFT potentiellement sur d'autres plateformes parce qu'ils vont rajouter des expériences plus tard. Donc cette fonctionnalité d'interopérabilité de la blockchain qui permet à des marques, au lieu de s'intégrer de façon extrêmement complexe via des ERP, des API, etc., d'utiliser ce protocole qui existe déjà, le NFT, pour pouvoir créer des collaborations, etc. Et bien sûr, ensuite, la privacy, c'est-à-dire la vie privée des clientes. Aujourd'hui, elles ne sont pas obligées de fournir leurs adresses email et leurs identifiants à notre marque, que Etam, etc. Elles utilisent juste
le wallet Cohort et TAM. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, on a fait un choix, c'est que chaque marque a son propre wallet et ses propres collections de NFT pour chaque drop. Ça a été aussi quelque chose au début, quand on a commencé Cohort, il y avait la majorité des NFT qui étaient sur des smart contracts partagés sur OpenSea. Nous, on a fait le choix de créer nos propres smart contracts. On a eu de la chance aussi parce que ça a été l'émergence vraiment des layer 2 avec Polygon qui a réduit énormément les gas fees, qui nous a permis de créer des expériences beaucoup plus intéressantes et faciles en fait pour les utilisateurs. On a cette phrase un peu choquante de dire que Cohort c'est le premier NFT tool qui est no crypto, no wallet. Forcément derrière la crypto, derrière la wallet, etc. Mais en tout cas, l'utilisateur ne le voit pas. Ce qui permet d'avoir des taux de conversion dans des funnels e-commerce, parce que c'est ça en fait qu'on fait, quasiment meilleur que sur du Web 2. Donc voilà, ça a été tout le travail et toute la vision qu'on a formulée dans les 6 premiers mois du studio, et qui nous a aussi forgé une vision pour le studio. Peut-être qu'on parlera ensuite des prochaines idées et des prochains projets. Carrément. Et ouais, juste pour synthétiser ce que tu disais sur Cohort, c'est que finalement la blockchain, c'est un protocole qui est limite invisible pour l'utilisateur final et non pas une finalité. Exactement. Après, moi, j'adore l'art génératif et les cryptonatifs qui font bouger l'écosystème. C'est ça, je pense que ce sera toujours là, mais ce sera niche. C'est-à-dire que si on veut onboarder les prochains milliards d'utilisateurs, ce ne sera pas ces gens-là qui vont dépenser des milliers d'euros dans des NFT. Moi, je trouve ça génial, et je pense que c'est une nouvelle forme d'art, une nouvelle toile pour exprimer sa créativité. Donc, moi, j'adore ça. En revanche, ce que Séraphie utilise ce terme, et Madame Michu, qui a une adresse wanadoo.fr, elle ne va pas utiliser de wallet MetaMask. Il faut trouver de l'utilité. Complètement. Pour venir sur la création de la structure Free Founders, comment ça s'est passé? Toi, tu es actionnaire, EXA est actionnaire, les associés d'EXA sont également actionnaires. Comment vous êtes partagé le capital? EXA est la structure. Donc moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore EXA, on l'a lancé après, mais EXA, c'est la maison mère qui va accompagner les startup studios qui travaillent de façon assez indépendante avec les startup studios founders. Donc EXA aussi a cette capacité de financement des projets, ce qui permet justement à deux entrepreneurs de venir et de monter des boîtes avec nous, et on monte des équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cohort, quand ils sont sortis du studio après leur levée de fonds, ils étaient 7 ou 8. Ce qui nous permet de grandir et de mettre un produit beaucoup plus viable, beaucoup plus lovable, c'est le MVP lovable, de façon extrêmement rapide, en 6 mois, grâce à les développeurs qu'on recrute dès le début, nos équipes en interne, etc. Donc ça, on a cette capacité de financement. Et ensuite, on prend une part au capital, c'est public, de 30% post-seed. Donc on se considère comme cofondateur du projet, et chaque startup studio possède une partie de ces 30%, sachant aussi que toutes les équipes au sein du studio possèdent aussi une petite partie de ce capital. Voilà. Quand tu es équipe, donc c'est-à-dire que toi, au même titre que d'autres associés de la maison mère, tu es actionnaire de Free Founders. Exactement. Moi, je suis actionnaire de Free Founders, et les employés du studio, designers, go-to-market, sont aussi associés au studio. Pour venir peut-être sur la création de Cohort, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il y avait le projet, enfin, on est passé de MVP à minimum lovable product, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la traction sur le projet, des entreprises qui payaient pour le projet. Comment toi, tu as accompagné Cohort dans cette levée de fonds? Et d'ailleurs, je crois que en tant que membre, enfin, de Head of Studio de Free Founders, c'est également membre du board aujourd'hui de Cohort.
Ouais, exactement. Donc, justement, on reste au board une fois que la boîte lève des fonds, ce qui nous permet de suivre la boîte et les évolutions et d'avoir de l'impact aussi encore sur la boîte. Sur la levée de fonds, ça a été génial parce que ça a été rapide. On était en plein bear market et en pleine crise économique hein, quand Cohort a levé. On a rencontré des investisseurs qui étaient vraiment convaincus de la value proposition de Cohort, son impact sur le marché des marques. Euh, En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des planètes qui se sont alignées. C'est que on était vraiment dans et on est toujours hein, dans une fin de cycle pour les marques pour acquérir de nouveaux clients. Aujourd'hui, on voit que via les plateformes, hein, les GAFA, ça devient de plus en plus compliqué d'acquérir des nouveaux clients. Et donc, elles essaient de trouver de nouveaux moyens. Et le Web3 a une réponse géniale pour ça, de par ses propriétés, hein, de par rajouter de l'expérience. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, sur tout le parcours client. Aujourd'hui, on peut utiliser Cohort pour acquérir de nouveaux clients, pour engager des clients, c'est-à-dire rajouter même de l'expérience quand tu achètes un produit. On a ce use case intéressant avec un de nos clients qui vend des chaussures et qui a fait un drop où quand tu achetais les chaussures, tu avais un NFT associé à cette chaussure qui te permettait d'aller chez le cordonnier à vie sur cette chaussure. Donc, rajouter de l'expérience pour finalement mieux convertir les clients et la fidélisation, c'est-à-dire je vais récompenser mes clients loyaux avec de l'expérience et donc créer ce côté communautaire hein, qui est propre au NFT. Ouais. Je Ok. sais plus, c'était ta question, la première question, c'était quoi? Sur la levée de Euh, fonds. ouais, Et donc, sur la levée de fonds, on a rencontré ces deux investisseurs qui ont complètement adhéré à cette vision-là. Et je pense que ils voulaient absolument miser sur cette équipe aussi, sur Serafi et Nathan. Et du coup, c'est ce genre d'histoire qui est génial hein, quand il y a des investisseurs qui rencontrent une équipe et qui veulent absolument miser sur elle. ok. Et d'ailleurs, j'imagine qu'au fur et à mesure aussi de l'expérience du startup studio Exa, quand une boîte du portefeuille d'Exa, enfin que ce soit du startup studio ou d'un autre, euh, il y a peut-être une base de, je sais pas, de business angels, de fonds Ouais, d'investissement que vous contactez directement. bien sûr. Oui, oui, c'est le réseau EXA et les 13 ans, je crois, maintenant de création de boîtes et de levée de fonds sur que ce soit les Spendesk, les Aircall, les fronts, les slides, etc., fait que maintenant on a une connaissance, et moi je me nourris aussi hein, de tout ce réseau et des connaissances de Quentin, d'Amaury, Thibaut sur ces sujets-là. Il y a un accompagnement, et c'est ça qui est intéressant aussi au sein des partenaires, c'est que chacun a des forces un peu différentes. On a énormément travaillé aussi sur le discours, le pitch, comment on raconte cette histoire, la vision, comment on embarque les gens aussi dans notre vision. Je me rappelle les sessions avec Quentin et Amaury où ils me rechallengeaient à chaque fois sur le pitch. Et à la fin, c'était rodé. Donc, c'est un mix de plein de choses. On a le réseau qui va nous permettre de nous ouvrir beaucoup plus de portes, hein, forcément, parce que quand on a un tampon, je suis Founders, e-Founders ou Logic Founders, bah, forcément, ça aide. Mais aussi tout le travail qu'on fait pendant toute la durée de l'accompagnement. On a aussi des démo time où chaque trimestre, on présente, en tout cas les équipes présentent leur projet devant tout EXA. Et donc, et on les challenge. C'est comme si ils étaient face à des investisseurs et on voit l'évolution des pitchs de quarter en quarter. Et, euh, et c'est génial. On l'a vu sur Cohort, on l'a vu sur Dialogue, et on arrive à la fin à quelque chose de tellement différent du premier demo time, et on se rend compte du travail accompli. Yes, bah, en parlant de dialogue, je te propose de passer sur la création de cette deuxième boîte hein, de Free Founders. Euh, Ouais. pour info, hein, Dialogue, c'est la boîte, enfin, je fais partie de l'équipe de Dialogue. Euh,
pareil, j'ai l'impression que pour Dialogue, enfin, j'ai pas l'impression, je sais, Louis et Antoine se connaissaient. Donc, il n'y a pas eu Ouais, cet effort hein, de constituer une team. On reviendra après peut-être sur un autre projet pour lequel, par contre, c'est le cas. C'est-à-dire que tu n'as pas une team de cofondateurs qui se connaissent déjà et donc il faut la constituer. Donc, j'imagine que voilà, il y a ce vrai enjeu de voir si ça match entre cofondateurs parce que c'est vraiment un sujet crucial. Euh, Comment ça s'est passé pour Dialogue? Pareil, on parlait de conviction. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est toujours un sujet très important et central dans la création des projets de Free Founders. C'était quoi les convictions qui étaient à l'origine de la création de Dialogue? Ah, c'était le wallet. Le nouveau paradigme du wallet où quand on se connecte sur une application Web3, une DApp, on a besoin de se connecter avec un wallet. Et donc, ça ouvrait des portes énormes sur l'engagement utilisateur. Euh, c'était euh, c'était vraiment sur l'idée d'intercom, qui est vraiment un outil qui va capter l'usage des applications Web 2 et qui vont créer des pop-up et des messages et pouvoir chatter avec l'utilisateur directement in-app. On voulait vraiment recréer un intercom, mais du Web3 avec ce nouveau paradigme du wallet. Et donc, toutes les datas qui étaient disponibles aussi dans le wallet. C'est-à-dire qu'au lieu uniquement juste de pouvoir leverager justement cet usage client, on pouvait leverager aussi ces assets à l'intérieur du wallet. Donc, est-ce que cette personne possède tel NFT ou tel NFT? Est-ce qu'il a fait des transactions sur la blockchain? Est-ce qu'il utilise telle blockchain? Donc, il y a énormément d'informations qui sont publiques. Donc, l'utilisateur est en contrôle de ce qu'il veut montrer à cette application en fonction du wallet qu'il connecte. Et donc, c'est ça qui, avec Thibaut, nous a passionnés. On est passionné de SaaS B2B parce que moi, j'avais monté Sales Machine qui était assez proche hein, de ce que fait Dialogue aujourd'hui, mais adapté au Web3. Et Thibaut était aussi fan d'Intercom. Donc, ça a été vraiment, je pense, le projet le plus obvious pour nous. Je me rappelle avoir fait une première version du MVP en 2 jours parce que c'était clair, quoi. Ça me paraît évident. C'est ce genre de produits qui te paraissent évidents. Et ensuite, on a rencontré Antoine et Louis qui voulaient monter une boîte, qui étaient intéressés par le Web3, qui avaient déjà quelques convictions. Et ça a été un match avec déjà de personnalités. Hein, ces deux personnes vraiment, vraiment top et très bon vivant, etc. Donc ça a été super humainement et très facile de travailler avec eux et surtout des machines de travail. Donc on a sorti un produit qui était avec un feature set très complet parce que c'est ça qui est aussi assez complexe dans ces produits-là, c'est que on a besoin de recréer un feature set assez important pour pouvoir le mettre dans la main d'utilisateurs et qu'ils tirent de la valeur. Donc, on a mis un peu plus de temps à finir le produit, mais ça valait le coup puisque dès le premier usage, sur nos premiers pilotes, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait et que les gens voulaient utiliser Dialog pour faire différentes choses. Et c'est là où on est dans cette phase d'apprentissage de peut-être que finalement, ils ne veulent pas utiliser Dialog pour faire uniquement du messaging, mais peut-être plus de la conversion, peut-être plus de l'identification de leads potentiels. Et c'est là où on est rentré dans cette étape plus d'écouter nos clients pour essayer que le produit fit vraiment avec son marché. Et d'ailleurs, vous avez créé hein, le terme de wallet-based marketing, Ouais, qui est un concept assez fort. Et peut-être tu peux revenir dessus, la conviction qu'il y a derrière, enfin, et la conviction et surtout le fait qu'aujourd'hui que les cookies sont en voie de disparition et que les marques ont besoin dans les années à venir d'une alternative pour cibler de façon peut-être plus éthique grâce à la blockchain leurs users. ouais, ouais, exactement. Euh, Nous, on est convaincus que le wallet va être un moyen d'authentification important pour des applications de façon générale, hein, pas que des applications crypto-natives comme OpenSea ou Uniswap. Hein, ça va être adopté d'un point de vue massif parce que ça résout des problèmes de privacy, ça résout des problèmes d'interopérabilité, ça résout plein de problèmes. Et en plus de ça, il y a un truc génial, c'est que nous, on voit le wallet un peu comme un cookie
Pourquoi un cookie? Parce que il détient des choses, dans un wallet, on détient des choses qui te représentent. Donc, j'achète un NFT, j'achète une expérience, j'achète un ENS, j'achète. En fait, ça va définir un peu qui tu es, mais en même temps, contrairement au cookie, il est contrôlé par l'utilisateur. C'est-à-dire que peut créer un wallet. Et finalement, un wallet, c'est un terme qui est extrêmement orienté autour de l'argent, mais un wallet, c'est comme un compte. C'est comme moi, j'appellerais ça un compte universel, où on est capable de posséder des choses sur Internet, les stocker dans un compte, et donc on peut avoir plusieurs comptes, pouvoir connecter ces comptes à différents types d'applications. Quand on se connecte à une application, on va fournir à cette application de la data qu'on souhaite partager. Et cette application, donc ça peut être un business, ça peut être un shop, ça peut être un SaaS, ça peut être une DeFi app, ça peut être une marketplace, ça peut être beaucoup de choses, va devoir leverager ces informations qui sont hyper utiles. C'est comme un buyer persona, mais ce que l'utilisateur veut qu'on sache de lui. Et c'est là où c'est intéressant et que ce concept de wallet-based marketing est arrivé. C'est qu'au lieu de traquer les utilisateurs avec des cookies sur un peu tous les sites pour savoir ce qu'ils aiment, etc., comme on le fait aujourd'hui, parce que ça va plus être possible, malheureusement ou heureusement, et ben là, ça va être donner l'incentive à l'utilisateur de montrer des choses, de posséder des choses, et c'est là où il va falloir aligner les planètes. C'est que plus on a d'assets, plus qui vont être intéressants pour l'utilisateur, et plus on va donner accès à ces assets, comme le fait Cohort d'ailleurs, euh, aux, euh, aux gens de tous les jours, pas forcément les cryptonatifs, plus ce sera intéressant pour les applications et pour les marques de leverager ces données. Et plus intéressant pour les utilisateurs, parce que quand on arrive, par exemple, je donnais cet exemple dans un de mes articles, dans une marque de luxe, on passe la porte dans un magasin physique, il y a la vendeuse qui va regarder ce qu'on porte et qui va potentiellement orienter la vente en fonction de ce qu'on porte. Mais on a décidé de le porter. Et là, c'est un peu pareil avec le wallet. On va pouvoir recréer ce genre de choses, mais en ligne, pour la première fois. Ce n'était pas possible avant, pour la première fois. Et donc, ce wallet-based marketing, pour moi, va être une nouvelle catégorie du marketing. Il va y avoir de nouveaux outils. Je pense que Dialog peut être un des leaders dans ce domaine-là, parce que la première étape, ça va être utiliser ces données pour ensuite mieux convertir et fidéliser les clients. C'est exactement ce que fait Dialog. Aujourd'hui, on est capable de, en fonction de ce que les gens possèdent dans leur wallet, pousser des messages personnalisés, que ce soit pour mieux les convertir ou mieux les fidéliser. Est-ce que tu pourrais revenir maintenant sur les idées que tu as pour la suite? Donc, on a parlé de cohort, de dialogue. C'est quoi un peu les Ouais. prochaines idées que tu as dans le pipe? Et d'ailleurs, toi, tu aimerais lancer des idées à quelle fréquence? Est-ce que tu veux t'imposer une fréquence ou c'est vraiment en fonction des opportunités de marché Euh, moi j'aimerais lancer 2 à 3 boîtes par an, hein, c'est l'objectif. Les prochaines idées, moi je réfléchis plus dans des thèmes parce que le Web3 c'est assez large. On a eu cohorte sur un peu e-commerce, vraiment e-commerce expérience, dialogue sur la partie plus engagement marketing. Euh, on va lancer un projet cette année sur plus la data. Je pense que ça va être un des enjeux des 5 prochaines années pour les boîtes. C'est comment on va rendre actionnable cette data on-chain qui semble accessible par tout le monde parce qu'elle est publique, etc. Sauf que elle est extrêmement complexe à analyser. Donc on travaille sur ces sujets-là et on veut monter une boîte nous, on est en train de monter une boîte sur ces sujets-là. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse beaucoup et c'est un des thèmes qui me semble extrêmement important pour l'écosystème, c'est l'abstraction de la technologie. C'est-à-dire ce qu'on a fait sur Cohort dans un produit SaaS, peut-être de le rendre disponible et possible pour toutes les applications qui souhaitent créer des expériences beaucoup plus faciles et, pour onboarder des utilisateurs de tous les jours et pas uniquement les crypto-natifs.
Donc ça, c'est des sujets où c'est un sujet qui est assez large, mais qui va toucher l'account abstraction. Donc vraiment, au lieu d'installer un MetaMask, ça va être de créer ce que j'appelle de embedded Web3, c'est des wallets directement dans les applications pour que ce soit transparent et pouvoir onboarder les gens pour qu'ensuite peut-être ils puissent avoir un MetaMask ou un autre wallet, mais en tout cas onboarder les gens sur des expériences Web3 pour qu'ils puissent découvrir ces expériences. C'est comme quand on crée n'importe quel produit. Au lieu de rajouter de la friction dès le début, on onboard les gens et ensuite on les éduque. Donc cette partie plus account abstraction, une partie aussi gas fees management. On sait que c'est une des grosses frictions du X. Aujourd'hui, je trouve ça fou qu'un utilisateur paye des gas fees, même si sur les layer 2 où des fees sont extrêmement bas. Ça ajoute une friction qui est terrible. C'est-à-dire quand on va sur un site internet, on ne nous demande pas de payer pour Amazon, pour AWS. Je considère les gas fees un peu comme des coûts AWS, c'est-à-dire qu'ils devraient être sponsorisés par des applications, parce que à la fin, si l'application a de la valeur, c'est-à-dire si c'est pas uniquement de la spéculation, mais c'est une couche d'ownership dans des applications Web3, c'est vraiment notre vision du studio, dans ce cas-là, ce sera rentable. Pour moi, c'est l'abstraction de la technologie et que ça disparaisse pour que tout le monde puisse l'utiliser. C'est un des grands thèmes que j'aimerais aborder cette année aussi. Ouais, donc vraiment des thèmes qui se recoupent avec finalement la démocratisation Ouais, de la technologie blockchain. Et c'est intéressant l'exemple que tu donnais, c'est effectivement, c'est comme si aujourd'hui vous faites un achat sur vente privée et que finalement vous devez payer les frais Visa ou Mastercard. Non, c'est ventes pareil. privées qui les payent. Et alors Oui, qu'aujourd'hui, c'est quand on ça. achète des NFT, c'est complètement l'inverse. C'est le user qui paye les frais, quoi. Oui, ouais, exactement. Et c'est intéressant d'ailleurs pour revenir sur le sujet de l'abstraction de wallet. Donc il y a eu une avancée majeure avec le RC 4337. Ouais, Pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez faire des recherches en ligne. Je pourrais mettre un lien dans la fiche du podcast. Mais l'idée concrètement, c'est de pouvoir mettre de l'intelligence dans un wallet pour simplifier l'expérience utilisateur. On l'a dit tout à l'heure, quand on crée un wallet, concrètement, un utilisateur, s'il veut avoir la propriété totale de ce wallet, il doit retenir un certain nombre de mots. Et s'il perd cette suite de mots, il perd le contenu du wallet. Et l'abstraction de wallet, une des possibilités en tout cas, ce serait justement de pouvoir simplifier cette expérience utilisateur qui clairement est pas très euh, euh, simple et qui pourrait justement, qui est aujourd'hui une barrière à l'usage, à la démocratisation de la technologie blockchain. Toi, c'est quoi le use case que tu verrais de façon ultra concrète sur cette thématique? Tu l'as dit, en fait, ça touche à peu près toutes les thématiques liées aux applications Web3. C'est que l'account abstraction, en plus de rajouter cette abstraction pour les gens qui ne sont pas forcément crypto-natifs et donc créer cette invisible wallet en fait dans les applications va permettre aussi de rajouter des fonctionnalités qui n'existent pas encore aujourd'hui via disons des wallets classiques, des EEA. Et donc ça va être de pouvoir batcher des transactions. C'est-à-dire qu'au lieu, si on joue en jeu vidéo où on a des rewards Web3, aujourd'hui, si on connecte un wallet pour récupérer nos rewards, on va devoir à chaque fois signer des transactions. Signer 2 transactions à chaque fois que tu as des rewards, et donc ça va couper dans ton jeu. Alors que là, via cet account abstraction, tu vas pouvoir signer une seule fois pour une multitude de transactions. Ce qui ouvre des possibilités assez importantes. Notamment, ça va te permettre aussi de faire de la subscription. C'est-à-dire, aujourd'hui, via un smart wallet, tu pourrais être capable de payer ton abonnement Netflix avec un wallet. En fait, ça va amener énormément de use case si la technologie est intégrée dans les applications. Le problème, c'est qu'on est encore au tout début. Et le 4337, c'est un protocole qui vient d'arriver, mais et qui n'est pas au niveau, disons, dans la couche du protocole, c'est au niveau applicatif, et donc les applications doivent l'intégrer. Il y a des blockchains comme Starknet qui ont intégré cet account abstraction au niveau du protocole,
Donc, il y a pas mal de sujets de débat en ce moment sur comment ça va se faire. Ensuite, les applications, c'est assez obvious, c'est que juste rendre de façon extrêmement plus simple l'accès aux applications Web3 et aux assets Web3 de façon générale. Avec ton téléphone, ton Face ID, tu peux stocker des assets et tu n'as pas à te rappeler comment le faire. Quand on joue à un jeu vidéo, au lieu d'à chaque fois signer une transaction, tu vas jouer à ton jeu vidéo, ce sera complètement transparent. C'est vraiment faire disparaître cette technologie. Ça passe quand même par cet account abstraction. C'est le premier niveau. Et donc, on est encore dans cette phase, hein. J'ai parlé à beaucoup de gens ces dernières semaines depuis que c'est sorti. Et pas beaucoup de gens qui sont d'accord. Donc, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va dans le bon sens. On va arriver à ces choses-là. Ok. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que voilà, toi, de par ta position, tu es vraiment au courant des dernières évolutions sur le Ouais, secteur pour vraiment essayer d'anticiper, ok, ça va être quoi les prochaines tendances. euh, et donc, oui. Et clairement, c'est mon rôle aujourd'hui de déceler les opportunités le plus tôt possible. Avec cette chance d'avoir cette machine derrière, de pouvoir lancer extrêmement rapidement un produit sur le marché quand on sent qu'il y a une opportunité qui arrive. et d'ailleurs, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que je parle au niveau vraiment process au sein de Free Ouais, Founders avec Exa. Une fois que toi, tu as une idée, j'imagine que toi, tu creuses l'idée, tu essayes vraiment de la cadrer. Et une fois qu'elle est ouais. cadrée, comment ça se passe? Tu la présentes aux associés de Exa, donc Thibaut, on a parlé de Thibaut, de Quentin, d'Amaury, tu leur présentes l'idée pour voir Ouais, s'ils la valident ou non. ouais, c'est des discussions. C'est plus, Mm. et puis même pas que à tous les partenaires forcément, mais pas que. Je vais surtout beaucoup en discuter avec même les fondateurs de SwiFounders, sur des développeurs, si c'est un sujet extrêmement technique, des développeurs qu'on connaît. Euh, L'idée, c'est d'aligner un peu tout le monde sur l'opportunité et sur ce que je rappelais tout à l'heure, un peu le feu sacré, c'est de construire un peu le feu sacré. Généralement aussi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai des convictions assez fortes, je crée une note et ensuite je travaille sur cette note avec des entrepreneurs potentiels qui sont intéressés aussi par ces sujets-là. Donc je me fais challenger par les entrepreneurs aussi. Donc, c'est assez intéressant comme exercice. Et puis, parfois, je reprends la note un mois après et je me dis, bah non, c'était une mauvaise idée. Euh, c'est comme monter, c'est comme quand tu montes une boîte tout seul finalement, hein. D'abord, tu essaies de te convaincre toi-même. Ensuite, tu essaies de convaincre les autres. Et puis, à la fin, si tout le monde est toujours convaincu et qu'il faut y aller, ben, on y va. Généralement, on a des temps pour y aller assez courts, hein. C'est assez facile de se créer des convictions et d'y aller. Mais c'est ça qui est intéressant avec le studio aussi, c'est qu'il faut convaincre les entrepreneurs. C'est-à-dire que des entrepreneurs qui vont monter une boîte, qui vont passer beaucoup de temps sur cette boîte, c'est le meilleur des filtres parce que c'est des gens qui sont. Euh, on a la chance de travailler avec des entrepreneurs brillants. Ils veulent monter des boîtes qui sont énormes. Donc aujourd'hui, tous les projets qu'on lance, on est convaincu à 100% que ça va être énorme. Ça qui est cool. Ouais, carrément. Et depuis la création du Startup Studio, est-ce que tu as des erreurs que tu as commises? S'il fallait faire les choses, est-ce que tu les aurais fait autrement? C'est lesquelles? Euh, non, je pense que peut-être plus creuser des idées, peut-être pas trop me fermer de porte par rapport aux thèses que je fais, euh, plus explorer même en dehors de ma zone de confort des nouvelles idées. Je pense que ça, c'est ce que j'ai envie de faire sur les prochaines boîtes. C'est vrai que sur Cohort et sur Dialog, c'est du SaaS, B2B, hein, ce qui est notre ADN, donc on va continuer à faire ça, mais c'est des sujets, j'étais très très à l'aise sur ces sujets-là. Peut-être pour les prochaines idées, aller chercher des opportunités où je suis peut-être moins à l'aise au début, sortir un peu de ma zone de confort et du coup plus collaborer avec des gens qui sont plus calés sur ces sujets. C'est ce que j'essaye de faire un petit peu cette année. Ok. T'as un exemple
d'idées, par exemple, qui... Bah, par exemple, sur la Quant Abstraction, c'était vraiment ça, hein. C'est des Ouais. sujets qui sont techniquement extrêmement complexes. Mhm. J'avais une vague idée que, il fallait absolument aller là-dedans parce que ça me paraît évident que, il faut abstraire la technologie. Ensuite, rentrer dans ces sujets-là pour trouver un angle, pour monter une boîte, c'est une autre paire de manches. Et donc, du coup, je me suis entouré de gens qui étaient capables d'aller chercher là où moi, je pouvais pas trop aller chercher. Et donc, c'était plus un travail d'équipe plutôt qu'un travail assez solitaire où déjà se forger une conviction seul, ensuite aller convaincre les autres. Là, j'étais sur une approche un peu plus itérative et d'équipe. Ok. Je te propose de conclure, Flo. Est-ce que tu pourrais me donner le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait lancer aujourd'hui un projet dans le Web3, toi qui viens d'expérimenter en plus? Ah, un conseil. Ah, j'ai rien préparé. J'aurais dû préparer. Euh, non, je pense que c'est monter une boîte dans le Web3, c'est la même chose que monter une boîte tout court. Donc, je dirais vraiment choisir un sujet qui a du sens pour toi et donc du coup qui va te permettre de continuer de passer des moments compliqués parce qu'il y a forcément des moments compliqués hein, quand on monte une boîte, surtout en early stage, et de la monter avec des gens avec des valeurs proches des tiennes, des gens avec qui tu vas voyager, faire ce voyage, c'est peut-être une des choses les plus importantes aussi. Donc, je dirais ces deux choses. Yes, conviction Et et team, contact humain. Yes, et team. ouais. Top. Trop cool. Merci Flo. C'était hyper intéressant d'en savoir un peu plus sur tous ces projets et sur les prochains projets à venir de Free Founders. Merci Gary, Et ben c'était merci à top. toi.